C'est un podcast Vivre FM. L'invité du 7-9 vous est présenté par la Mutuelle Intégrance, la mutuelle des solidarités. 8h44 sur Vivre FM, merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est l'interview du 7-9 et pour ça, on retrouve Yanis Bacha. Bonjour Yanis. Bonjour Ornella, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vous recevez la députée Renaissance d'Ille-et-Vilaine, Christine Lenabour. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour Madame Lenabour. Si on était poli avec un langage fleuri, on dirait quel foutoir. Quel foutoir à l'Assemblée nationale hier soir. Oui, et pas qu'hier soir d'ailleurs. Non, pas qu'hier soir. Si je peux préciser, ça fait 7 ans maintenant que je suis députée. Bon là, ça atteint le sommet, mais c'est tout le temps un peu le foutoir, j'avoue. Rappelons-le, hier soir, donc le Premier ministre a déclenché l'article 49.3, on y était habitué depuis 2022, sauf que là, Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis, a déposé une motion de censure qui a de fortes chances, évidemment, d'être votée cette fois-ci, puisque le Rassemblement national, par la voix de Jordan Bardella et Marine Le Pen, ont annoncé leur intention de voter pour cette motion de censure. J'ai une question, et après on fait quoi ? Ah, c'est la grande inconnue pour tout le monde. Je crois que déjà depuis quelques semaines, nous vivons un peu dans l'inconnu avec des oppositions qui s'amusent, mais qui s'amusent avec la France et les Français. Ce qui est vraiment dommage, c'est que ils pensent à l'avenir, je pense qu'ils pensent à 2027, tous comme ils sont. Ils veulent renverser le gouvernement, mais derrière, il faut bien avouer qu'ils veulent la démission d'Emmanuel Macron. Donc, ils le disent plus complètement, vraiment comme ça, mais c'est ça derrière. Et là, je trouve que c'est ne plus s'intéresser au pays, ne plus s'intéresser aux Français, encore une fois. Là, nous sommes sur un budget, nous avons besoin du budget. Alors, nous entendons le Rassemblement national qui nous dit on repartira sur le budget 2024, sauf que le budget 2024, il avait été revu puisque nous sommes avec une dette abyssale et qu'il faut absolument que nous fassions des efforts pour baisser nos dépenses. L'Europe nous regarde, le monde nous regarde, les investisseurs étrangers nous regardent, les marchés nous regardent et que en fait moi je ne prédis que le chaos économique et social. Le Premier ministre a annoncé qu'il allait s'exprimer ce soir, oui, au JT de TF1 et de France 2, ce qui est rare d'avoir les deux en même temps pour un Premier ministre. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Alors là, je ne sais pas, je crois qu'il va en appeler à la responsabilité, encore une fois, des députés. Je ne suis pas sûre qu'on arrive, qu'il arrive à faire changer d'avis les insoumis. Peut-être arrivera-t-il à faire changer d'avis le Rassemblement national qui va unir ses voix avec l'extrême gauche et c'est la même chose dans l'autre sens. Donc et encore une fois pour de la politique politicienne et pas du tout pour redresser le pays. Alors, cette motion de censure risque de mettre évidemment un coup d'arrêt à plusieurs propositions de loi qui étaient très très attendues. On pense notamment à la proposition de loi sur la fin de vie, mais également à celle portée par notre ancien invité, qui était Sébastien Pétavy à ce micro, qui a porté cette PPL sur le remboursement des fauteuils roulants. Quid de cette PPL ? Que va-t-elle devenir ? Alors, j'espère, parce qu'elle faisait consensus et que nous nous apprêtions à la voter, même si nous avions un petit... pas nous, parce que c'est le gouvernement qui avait une petite divergence sur les moyens d'y arriver, puisque le gouvernement veut mettre un prix limite de vente et Sébastien est contre. Donc, on allait avoir le débat, en tous les cas, sur ce sujet-là. Mais l'ambition, c'est effectivement d'aller jusqu'au bout de cette loi, puisque Emmanuel Macron s'est engagé en 2023, lors de la Conférence nationale du handicap, de rembourser intégralement les fauteuils roulants. Il faut éviter les effets de bord. Enfin, voilà. En tous les cas, la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq s'est engagée à accélérer les choses. C'est pour ça que, du coup, nous allions être favorables à cette loi et continuer et accélérer les négociations avec les distributeurs, les fabricants, la sécurité sociale, la DSS, etc.
quand on parle de remboursement total, c'est de tous les fauteuils sans condition, enfin comment? Alors, c'est de tous les fauteuils. Je veux dire, c'est comme ça que c'était annoncé, donc il faut que ce soit le cas. Après, vous savez comme moi que 80% des fauteuils roulants sont des fauteuils de base. Ensuite, il y a 20% de fauteuils qui sont spécifiques et qui doivent être adaptés à la morphologie de la personne, au handicap de la personne. Donc, je pense il faut vraiment qu'on borde les choses. En tous les cas, il faut éviter les effets de bord. Il faut vraiment qu'on arrive à cet objectif de ce remboursement intégral. Et parlons du coup de la loi de 2005, qui va fêter son 20e anniversaire dans quelques mois. Loi évidemment fondatrice pour les personnes en situation de handicap et qui a finalement c'est la pierre fondatrice de la société inclusive. Vous êtes co-rapporteur d'une mission d'information avec Sébastien Pétavy. Quelle est l'ambition de cette mission d'information? Alors d'abord, je suis très heureuse d'être en binôme avec Sébastien Pétavy parce que nous nous entendons bien et nous avons fait partie du groupe d'études handicap et inclusion. Voilà, c'est un député qui sait de quoi il parle. Moi, j'ai été enfant aidante, je sais aussi de quoi je parle, peut-être avec un autre regard. En tous les cas, l'ambition, c'est de voir où nous en sommes. Alors, même si on peut dire que nous ne sommes pas arrivés au bout du chemin, il y a quand même eu des évolutions. Maintenant, notre objectif, ça va être d'abord d'aller voir l'ONU et la Commission européenne pour voir si, puisqu'ils nous ont épinglés en 2021 et puis en 2023, sur ce modèle français qui est un peu trop paternaliste, un peu trop institutionnalisé, c'est-à-dire que jusqu'à la loi plein emploi, par exemple, on orientait très facilement les personnes en situation de handicap dans les ESAT, c'est-à-dire dans le milieu protégé, alors qu'on ne se posait pas du tout la question a priori, de la capacité à travailler dans le milieu ordinaire. Il en va de même pour l'école inclusive, etc. Donc, on doit vraiment sortir de ce modèle. Je crois que l'ONU aimerait qu'on ait un modèle qui évolue en respectant les droits de l'homme. On va les voir, on va les discuter pour savoir ce qu'ils attendent de la France pour se mettre en conformité avec la Commission internationale des droits des personnes handicapées. Et puis ensuite, le deuxième objectif, et nous sommes tout à fait d'accord tous les deux, c'est de pas seulement aller voir les associations qui représentent les personnes en situation de handicap, mais c'est d'aller voir des personnes en situation de handicap elles-mêmes, qui vivent au quotidien le handicap, avec des handicaps bien sûr différents, qu'ils soient visuels, auditifs, mentaux ou physiques. Et pour aller vraiment, encore une fois, toucher le terrain, quoi. Quelquefois, les associations, et je suis moi-même dans un réseau où, quand on représente un réseau, on n'est pas toujours sur le terrain. Là, nous allons aller voir sur le terrain et partout en France, y compris en Outre-mer. À titre personnel, pour vous, il faut une nouvelle loi handicap? Alors, ça va être le sujet du rapport, c'est-à-dire que je ne peux pas le dire pour l'instant, mais je pense que quand on aura fini d'évaluer cette loi, certainement qu'il y aura des choses à faire, peut-être pas toujours d'ordre législatif, mais en tous les cas, s'il le faut, il faudra une grande loi handicap. Ce sera un bon signal en plus. Mais du coup, cela viendrait à dire que la loi 2005 n'est pas assez complète, d'après vous, qu'elle ne touche pas les thématiques, ou qu'elle ne va pas assez loin? Elle va pas assez loin. Est-ce qu'il faut encore faire des dérogations? Dans quel cas? On sait qu'il y a encore des dérogations qui sont faites par rapport aux collectivités, par rapport au commerce. Il y a des fois des dérogations qui sont pertinentes, puis quelquefois justifiées, quelquefois pas. Donc il faut voir. Aujourd'hui, c'est la mobilité qui est au cœur, c'est l'accessibilité physique souvent qui est au cœur des sujets, parce que si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas aller à l'école, vous ne pouvez pas aller faire votre sport, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas aller en formation. Donc il y a un vrai sujet sur la mobilité qu'il faut peut-être Vous parlez de sport, justement. Les Jeux Olympiques et Paralympiques ont marqué un formidable catalyseur pour l'inclusion des personnes handicapées. Comment faire en sorte que la flamme puisse encore rester allumée? On a l'impression quand même, on a vu un papier génial dans l'équipe hier qui expliquait justement le blues post-JOP. Comment raviver cette flamme?
Alors, c'est aussi peut-être l'occasion de continuer à parler de ces Jeux paralympiques qui ont été des Jeux extraordinaires. Enfin, je les ai vécus et avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie. On a senti un peuple uni derrière ces athlètes. Et je parle pas de parathlètes, je parle d'athlètes, puisqu'on a vu des athlètes, en fait. Et c'est ça qui a peut-être changé. Ce fameux regard qu'on a sur le handicap, c'est que d'abord, il y a eu beaucoup de monde à aller voir les Jeux paralympiques. Et il faut continuer à surfer sur ce regard qui a changé. Ils nous ont fait vibrer. On a vu la capacité qu'avaient les para-athlètes de surmonter les obstacles du handicap et de nous éblouir. Donc il faut que nous allions vers plus de sport. Je crois que je ne sais plus qui disait peut-être un droit au sport comme au droit à l'éducation, au droit à la santé. C'est favoriser le handisport, c'est mettre les moyens, c'est adapter les infrastructures sportives, mais pas que, parce qu'après c'est tout ce qui découle derrière en termes d'emploi. Un employeur peut très bien se dire aujourd'hui, dis donc oui c'est vrai, en fait une personne en situation de handicap c'est plutôt un atout et pas une contrainte, et c'est ça qu'il faut continuer en fait à essaimer en fait dans notre pays pour que les personnes en situation de handicap aient toute leur place. Mais la société inclusive telle qu'on l'attend, telle qu'on la demande, une fois qu'on sort du concept, selon vous, si on devait trouver 3 défis majeurs pour la société inclusive, sur quoi si demain Christine Adenauer deviendrait ministre en charge des personnes handicapées et que vous avez une baguette magique, quelles sont les 3 thématiques sur lesquelles vous pensez aujourd'hui que la marge de progression est la plus grande? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, la première chose, c'est la mobilité, et ça n'est pas que d'ailleurs pour les personnes en situation de handicap, c'est pour tout le monde. Quand vous avez un toit, mais que vous n'avez absolument pas la possibilité de vous déplacer, encore une fois, eh bien, vous ne pouvez rien faire. Donc, il y a une question d'accessibilité. Vous pourrez toujours mettre un ascenseur dans un immeuble. Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans l'immeuble, eh bien, l'objectif ne sera pas atteint. Donc, la mobilité, pour moi, c'est vraiment quelque chose de particulièrement indispensable. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est très transversal. C'est comment est-ce que dans toutes les sphères, dans tous les secteurs de notre société, nous avons l'automatisme, le réflexe, merci, d'intégrer le handicap dans la réflexion sur la construction d'une infrastructure. Là, j'entendais par exemple l'autre jour qu'il y a des transports en commun qui n'ont pas respecté les normes, et les personnes qui sont un peu grandes, qui sont en fauteuil roulant électrique, ne peuvent pas passer. Enfin, moi, je trouve ça complètement incroyable. Donc, c'est former les architectes, c'est former tout le monde, adapter les formations, adapter les plateaux techniques dans les centres de formation des apprentis, etc. Enfin, c'est très transversal. C'est comment est-ce qu'on a ce réflexe handicap dans tous les secteurs en fait d'activité et dans toutes les politiques que nous mettons en place. Il nous reste 1 minute 30, très rapidement. Vous rencontrez la PHPP, l'association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques aujourd'hui. Ce matin, oui. En cette journée internationale des personnes handicapées. C'est important pour vous que les personnes handicapées se saisissent également de la chose publique. On l'a vu avec Sébastien Pétavy qui a brisé cette barrière, un peu ce plafond de verre de l'autocensure. Comment peut-on justement augmenter? Est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre des quotas de personnes handicapées sur les listes électorales ou d'autres mesures? Alors c'est toujours pareil, je vais vous parler des femmes parce qu'on a eu le même sujet sur les femmes. C'est est-ce qu'à un moment donné, on va être obligé de mettre des quotas? Est-ce qu'on va être obligé en fait de légiférer pour qu'il y ait moins de discrimination? Ce serait dommage. Et quand on parlait tout de suite de l'héritage des Jeux paralympiques, j'espère que nous n'en arriverons pas là, et j'espère que, que ce soit les employeurs, que ce soit les enseignants, qu'il faut accompagner aussi, attention, ça ne va pas toujours de soi, qu'il faut accompagner, mais comment en fait toute notre société s'adaptera tout simplement à la différence, que ce soit d'ailleurs les femmes, les personnes en situation de handicap, c'est toujours la même chose. Donc j'espère que nous n'arriverons pas à mettre des quotas, mais que nous allons accélérer cet élan grâce à l'héritage des Jeux paralympiques.
Christine Nabour, merci beaucoup. Vous êtes députée Renaissance d'Ille-et-Vilaine et vous étiez à notre micro ce matin. Merci. Merci à vous. À vous, Ornella. Merci beaucoup Yanis Bacha d'avoir mené cette interview. C'est un entretien qui sera bien évidemment à réécouter sur vivrefm.com, rubrique podcast. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.